Rendez-vous métier avec la journaliste Laure Noala pour parler de son livre Comment rester écolo sans finir dépressif. Un webinaire organisé par le Club de la Presse de Lyon en partenariat avec l'Association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie, JNE, et animé par Christelle Leca le 2 février 2021. Laure Noala, pourquoi avoir écrit ce livre? Comment rester écolo sans finir dépressif? Ce qui s'est passé, c'est que à force de relayer chaque jour des informations selon lesquelles notre avenir est un peu foutu, ça a commencé à atteindre le moral très très violemment, au sens où plus rien, quand vous avez un horizon un peu bouché, qu'on vous explique que les températures vont clairement augmenter, que la productivité agricole va baisser, que les ressources dans les océans, où que vous regardiez, que ça fond, que les ressources en eau sont compliqué à maintenir, en tout cas propre en l'état, que la population mondiale continue à augmenter, que les besoins, les rêves, les imaginaires colonisés, bon, vous connaissez le tableau, forcément, ça tape le moral. Et je crois qu'en 2009, 2008, je suis clairement tombée en ce que j'appellerais en éco-dépression. Alors même si dans le livre, je fais le distinguo entre, on peut avoir tous à l'intérieur de nous des failles sur lesquelles viennent se plonger un peu les questions environnementales et mon travail en l'occurrence. Pourquoi ce goût pour la catastrophe à tout prix? Ça, c'est un truc qui regarde moi, mon psychisme à moi, mais en réalité, c'est quand même, enfin, tout ce qui se déroule, tout ce qu'on sait du monde qui tombe un peu à l'eau, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé. Tomber en écologie, ça m'a fait tomber en éco-dépression. À une époque où on n'en parlait pas trop de ça, de nos émotions par rapport à ça. Entre journalistes environnementaux, on avait du mal à penser que c'était vraiment personnel et que ça nous atteignait. On se disait c'est parce qu'on n'arrive pas assez de place, on n'arrive pas à alerter assez. C'était notre impuissance qu'on mettait plus dans la balance. En réalité, quand on parlait aussi aux ONG, c'était la même chose. C'était l'impuissance plus la colère plus cette espèce de colère et de grande tristesse par rapport à l'indifférence de la société en général. Voilà, donc il fut une époque, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas connu, où effectivement on criait un peu dans le désert, on alertait dans le désert et voilà, tous ces sentiments mêlés. Donc ça a pris quand même un certain temps et je crois que j'en suis sortie le jour où j'ai quitté Libération, que je suis allée m'installer à la campagne, à Joigny, que j'ai commencé à travailler plus sur du temps long et des films plutôt que sur des articles tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que j'ai repris un peu le goût à vivre au jour le jour, dans l'instant présent, plutôt qu'aller projeter des choses qu'avec mes articles, etc., j'allais vraiment pouvoir sauver le monde. Voilà, donc c'est l'histoire d'une trajectoire qui concerne moi. C'était l'idée du livre, mais c'est aussi une trajectoire qui concerne beaucoup, beaucoup de personnes, puisque dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, et il y en a beaucoup qui ne sont pas dans le livre d'ailleurs, de personnes qui ont vécu ou traversé en tout cas les mêmes choses. Donc voilà le livre s'est tricoté comme ça, notant qu'il y avait donc mon témoignage, celui des autres, et puis cette enquête qui atteste que quand même c'est un phénomène dont certains pays se préoccupent, et je pense aux États-Unis où on est souvent en avance d'ailleurs sur les choses comme ça là-bas, mais que effectivement aux États-Unis il y a beaucoup d'éco-psychologie, d'éco-psychologues. On adresse ces questions-là, notamment après des catastrophes comme Katrina ou la tempête Sandy. Il y a eu il y a des moments comme ça, des climax de sidération, on perd tout suite aux questions des tempêtes et des événements climatiques majeurs. Donc voilà. C'était la genèse du livre. Il m'a fallu aller mieux pour pouvoir l'écrire. Parce que toute la deuxième partie, enfin la seconde partie, à savoir revenir à la vie, regrimper à la vie et au plaisir d'être dans l'instant présent, etc., ben ça aussi c'est du temps long et c'est pas en claquant des doigts que finalement on reste écolo sans finir dépressif. Sommes-nous encore dans le déni? On est dans le grand déni. Oui, encore, il me semble. Non, vous n'avez pas l'impression que rien n'a changé depuis l'an 2000 et que tout a empiré. On a quand même vu que quelque chose évoluait. C'est-à-dire que depuis 2015, depuis le succès du bouquin de Pablo Servigne et depuis 2018, la démission de Nicolas Hulot,
on sent qu'il y a une espèce de sursaut, notamment auprès des générations futures. Et il y a un sursaut, c'est-à-dire qu'on est moins... Avant, on écrivait et on criait, on réalisait dans le désert. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énorme brouhaha autour des questions environnementales. Et ce brouhaha fait qu'on n'entend toujours pas l'essentiel, c'est-à-dire quand est-ce qu'on arrête cette grande machine, qu'on fait le fameux pas de côté, qu'on ralentit. Comment faire pour sortir de l'éco-dépression ? Alors, moi, je suis un peu iconoclaste par rapport à ça. Je pense qu'il ne faut pas éviter de sombrer. Il faut en sortir. C'est comment on fait pour en sortir. Mais je trouve qu'il faut l'embrasser. Il faut embrasser ces émotions-là qui sont... puisque dans le livre, je développe cette histoire du cycle du deuil, vous savez, développé par Elisabeth Kubler-Ross, qui nous dit qu'on tombe en sidération, quand tout va partir à volo, dans tous les domaines que ce soit. Une fois qu'on tombe dans la sidération, on est dans le déni, la schizophrénie, on fait encore, mais on sait que c'est pas bien. Ça nous met dans une dissonance qui nous fait plonger en dépression. Et dans ces moments-là, de toute façon, on est submergé par des émotions très basses comme la colère, l'impuissance, la douleur, l'immense tristesse. Et c'est super important de les embrasser. Donc, je ne dirais pas qu'il faut éviter de sombrer, mais je dirais qu'il faut embrasser la dépression écolo. Ne faudrait-il pas être plus positif ? Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est de me prendre tout dans la figure, le réel dans la figure. Et donc le réel, alors il y a aussi Guillaume de la Sorge, je crois, qui disait, oui mais attention, il y a aussi plein de trucs positifs, on n'en parle pas assez, etc. Moi je trouve qu'on parle beaucoup de choses superficielles et légères. Il a raison, on parle pas des trucs positifs dans la loi ou dans les innovations. Et pour moi, la collapsologie ou catastrophisme, c'est pas un truc à la mode. Enfin, heureusement que c'est enfin à la mode. J'ai attendu ça pendant 20 ans, si vous voulez, qu'on regarde les choses en face. Alors après, je sais que pour les lecteurs ou pour nos audiences ou nos audimates, etc., il faut un peu ménager. Sinon, on livre le flingue avec la balle. En plus de nos articles et de nos reportages ou de nos films. Mais je sais pas, j'ai un truc avec... j'ai toujours peur qu'on ne sache pas faire l'équilibre entre raconter des histoires et se raconter des histoires. Alors comment parler d'environnement quand on est journaliste ? Rares sont les espaces où le temps long existe et en même temps, on est tous capables, via un logiciel, de créer des podcasts, de créer des espaces où c'est à nous de déterminer quel est le temps qui correspond. Voilà, on a maintenant suffisamment de médias, de tuyaux. Enfin, moi qui réalise des films, maintenant, je me dis, putain, mais les chaînes, c'est terminé, quoi, en fait. Les processus de décision sont hyper longs, ils ont peur de leur ombre, de ces spectateurs, téléspectateurs qui seraient comme ci ou comme ça, ou trop âgés, ou trop dans leur canapé, ou trop ceci. Bon, voilà, donc s'autonomiser dans... Bon, après, on a toujours la question économique qui pose un gros problème, mais oui, le temps long et créer nos propres formats. Oser créer nos propres formats. Peut-on être engagé lorsqu'on est journaliste environnemental ? Que la journaliste est aussi une journactiviste et qu'elle elle est aussi une être humaine qui a besoin d'agir au même titre que n'importe quelle personne dans le corps social. Voilà, mais pour les journalistes, c'est toujours très mal vu de s'engager. On devient tout de suite des militants. Et moi, oui, je veux bien être une militante au même titre qu'un journaliste de Valeurs Actuelles est militant. Donc voilà, moi j'assume ça. Ouais, il faut. La chance qu'on a en tant que journaliste, c'est qu'en plus on a un temps d'avance par rapport à quelqu'un qui serait un simple, je sais pas, un salarié dans n'importe quelle boîte ou un retraité ou un bénévole dans une asso, a moins de vues, de vision périscopique que nous. Parce qu'on a fréquenté des collectivités, on a fréquenté des ministères, on a fréquenté des projets de loi, on a fréquenté l'Assemblée nationale, on a fréquenté... au fil de nos activités, on fréquente beaucoup de choses, beaucoup de collectifs également, et ça nous permet d'avoir un petit temps d'avance et d'aider beaucoup de collectifs. Je trouve qu'on fluidifie beaucoup de choses. Invité Laure Noala. Organisation et modération Christelle Leca. Montage Julien Barletta, ISCPA. Copyright, podcast réservé aux membres du Club de la Presse de Lyon et des JNE.
Reproduction et partage interdits sans l'autorisation écrite préalable du Club de la Presse de Lyon. Tout droit réservé Club de la Presse de Lyon, février-avril 2021. Retrouvez tous nos podcasts et nos replays vidéo sur www.clubpresse.com.